pouvoir repartir. Les rondins ont tendance à se déplacer comme ça et ils se coincent. On peut donc imaginer que cela poserait de gros problèmes sur une pente un peu raide. Sur une pente de plus de 5%, ce serait un réel problème. On a essayé de les faire rouler, mais pas moyen. Ils glissaient. 4 sont coincés ici et 3 là. Maintenant, nous allons les attacher pour en faire un simple traîneau. Quand ils ont commencé à déplacer le traîneau, les rondins se sont mis de travers et se sont coincés. Il va falloir tout remettre en place. C'est dommage, mais pas vraiment surprenant. Utiliser des rondins est une de ces idées qui ont l'air très intéressantes sur le papier, mais c'est une autre histoire lorsqu'il faut les mettre en pratique. Ils ont donc pris une décision assez intelligente. Ils vont attacher les rondins sous le traîneau pour qu'ils ne puissent plus rouler et se mettre de travers. L'ennui, c'est que s'ils ne peuvent pas rouler, il y aura plus de friction. Mais ça devrait marcher. Donc ils vont remettre le moaï sur les rails, puis ils le feront glisser. Je pense que ça va marcher. Le plus dur, c'est de démarrer. Vaincre l'inertie d'une masse de quelques 9 tonnes est laborieux. Ensuite, le traîneau glisse plus facilement. Les cordes et les traverses en bois étaient les matériaux de base des anciennes cultures polynésiennes. Les peuples du Pacifique entretiennent une relation très étroite avec l'océan. Autrefois, ils se déplaçaient d'île en île dans des pirogues à balancier. Le flotteur, fixé au bout de 2 perches sur le côté, stabilise la pirogue. Autrefois, les Polynésiens utilisaient de grandes embarcations faites de 2 pirogues accouplées par des traverses en bois et des cordes. Johan pense qu'on a employé une technique similaire pour transporter les moaïs. Si vous examinez le traîneau, vous remarquerez qu'il a une forme triangulaire très marquée. Nous avons ici l'image même du moyen de transport polynésien, autrement dit le canoë. Ce traîneau en bois est assemblé et arrimé comme pourrait l'être une grande pirogue. Les traverses font office de balancier, comme sur un canoë polynésien. Les Polynésiens fabriquaient une sorte d'échelle en bois pour remonter leur pirogue sur la rive. Les barreaux étaient attachés à de longs rails, comme les rondins sont fixés au traîneau. Nous avons repris le concept de l'échelle, autrement dit des rails avec des traverses sur lesquelles on attache le moaï. Nous avons utilisé exactement la même technique, celle de l'échelle des canoës, des traverses et des rails. Et ça fonctionne à merveille. Les moaïs étaient érigés sur de longues buttes plates, les aous, qui permettaient aux esprits des ancêtres de se hisser vers le ciel. La plupart de ces plateformes dominent l'océan.
Les mégalithes regardent vers l'intérieur des terres, tournant le dos au large, ce qui ne va pas sans poser un problème à l'équipe. Pour mettre en place le moai, l'équipe doit mettre la statue sur le ventre et lui faire subir une rotation de 180 degrés. Une étape que Vince estime incontournable. Tout le monde admet que l'on sculptait les moaïs sur la falaise avant de les faire glisser jusqu'en bas sur le dos, le visage face à l'océan. Et nous sommes également d'accord sur le fait qu'une fois debout sur la houe, ils regardaient vers l'intérieur et que l'océan était derrière eux. Cela signifie qu'il y a une opération inévitable, quelle que soit la méthode de transport employée. Selon Claudio, on attachait le traîneau au visage du moai en bas de la falaise, dans la carrière, puis on le couchait pour pouvoir le transporter. S'il a raison, on traînait le moai visage contre terre et non vers le ciel. Mais qu'il ait tort ou non, quelque part entre la carrière et la plateforme, il faut tourner le moai à 180 degrés pour qu'une fois debout sur la houe, il regarde vers l'intérieur, avec la mer derrière lui. Maintenant qu'il est sur le ventre, on fait subir au moai une rotation, mais avec les moyens du XXe siècle. Vous remarquerez que le traîneau est dans l'autre sens par rapport à hier. On l'a déplacé avec une grue. Le faire manuellement serait une vraie gageure. C'est dommage de faire toutes les manœuvres délicates avec l'aide de la grue. La tirer sur le sol est loin d'être simple, mais c'est encore ce qu'il y a de moins difficile ici. Et c'est l'opération à laquelle nous allons assister. Ça aurait été intéressant de la tourner manuellement, car c'est une opération complexe. Vince se demande comment les habitants de l'île hissaient les géants sur les plateformes qui longent la côte. La méthode de Johan serait peu pratique, car derrière la houe, il n'y a pas assez de place pour toute une cordée. Comme nous l'avons vu, beaucoup de ces plateformes se trouvent le long de la côte. Il y a de l'eau en dessous. L'océan vient se fracasser contre ce mur. Pour le déplacer, il faudrait de longues cordées d'hommes qui le haleraient. Mais il n'y a pas la place. Nous nous retrouverions tous à barboter dans l'eau. Il faut trouver une autre méthode pour hisser le traîneau sur la plateforme. En les observant, j'ai eu une idée qui résoudrait le problème. Avec un traîneau muni de nombreuses traverses, on pourrait utiliser plusieurs leviers. Ainsi, cela permettrait de hisser le traîneau sur la plateforme en utilisant uniquement des leviers. Et personne n'aurait besoin d'aller patauger dans l'océan. Entre parenthèses, ce traîneau est tout à fait adapté à la rotation à 180 degrés, qui, comme nous l'avons vu, doit être effectuée quelque part entre la carrière et la houe. Si d'un côté tous les hommes actionnent le levier vers l'avant, tandis qu'en face les autres vont vers l'arrière, le traîneau tourne sans problème à 180 degrés. Vince ne dispose que d'un jour, d'une pierre grossièrement taillée par Raphaël et de quelques outils pour mettre sa nouvelle idée en pratique. Son traîneau est conçu pour lever un moai lorsqu'il n'y a pas assez de place pour une longue file de personnes. Le levier est sans doute l'un des premiers outils que les peuplades primitives ont appris à utiliser. C'était la seule manière de multiplier la puissance musculaire d'un individu. Les traverses servent de point d'appui pour les leviers. Bien, maintenant nous allons essayer de faire tourner ce moai sur le traîneau. On a des patins dessous. Un groupe pousse vers l'arrière, tandis que de l'autre côté, il pousse vers l'avant. Et devant et derrière, les hommes poussent latéralement. Et comme vous pouvez le constater, ils tournent. Je pense que l'expérience est intéressante. Le problème principal, c'est qu'on a construit le cadre sans connaître le poids du bloc. Et nous avons un problème maintenant car il ploie sous la charge. Ce n'est pas la méthode qui est à remettre en cause, c'est simplement que le dispositif n'a pas été conçu pour ce bloc.
Le résultat final ne prouve pas grand-chose. Le cadre est tellement inadéquat qu'on ne peut pas vraiment extrapoler à partir de ce que l'on voit. Nous l'avons déplacé avec 14 hommes, et c'est un gros rocher. Je ne prétends pas que l'expérience est concluante, mais nous avons appris beaucoup. Et nous avons montré qu'un petit groupe de personnes, avec des leviers, peut déplacer un gros bloc de pierre. Il doit peser environ 6 tonnes. Nous avons 12 personnes dessus en ce moment. Donc chacun déplace environ 250 kilos. Chaque individu. C'est pas mal. Puis-je ajouter quelque chose? Pour faire tourner le moai sur le cadre que nous avons conçu, il n'y a pas besoin d'une structure aussi élaborée que celle-ci. Nous aurions pu y parvenir plus simplement. Ce n'était pas le but recherché, mais l'expérience de Vince joue un rôle de catalyseur. Chacun y va de sa remarque sur les théories de ses confrères, oubliant parfois le sens de la mesure. Non seulement ce n'est pas parfait, mais c'est n'importe quoi. Et regardez donc, c'est un désastre. Moi, je ne vois que l'essentiel. Soyez réaliste. Je voudrais en profiter pour faire un rectificatif qui vous montrera quel mauvais ingénieur je fais. J'aimerais corriger ce que j'ai dit devant la caméra il y a quelques instants. J'ai dit que chaque homme déplaçait 250 kilos, mais si le rocher fait 6 tonnes, chaque homme déplace 500 kilos. Vous pouvez critiquer mon idée si vous voulez, mais il vous faut 40 personnes pour déplacer 9 tonnes, alors qu'avec 12, j'en déplace 6. Vous avez 12 personnes pour tourner 6 tonnes. Mais nous l'avons déplacé, vous avez vu. C'est très différent. Mais vous l'avez vu bouger. D'accord, vous avez raison, félicitations. L'idée est que si vous essayez de déplacer un bloc de 80 tonnes, il faut utiliser au mieux les hommes dont vous disposez. Il est fort probable qu'à l'époque, les insulaires se soient également disputés sur la meilleure façon de déplacer les statues sacrées. En 1600, l'île de Pâques traverse une crise. Elle est surpeuplée. Plusieurs milliers d'habitants se disputent une réserve de nourriture qui va s'amenuisant. La guerre éclate. Le pouvoir jusque-là réparti entre différentes chefferies est tombé aux mains d'une classe de guerriers. Et les dirigeants veulent des statues de plus en plus imposantes, dignes de leur puissance. Toute la société s'est jetée à corps perdu dans la construction de sculptures religieuses. Le nombre d'habitants qui produisaient de la nourriture a chuté, créant un déséquilibre qui a finalement provoqué une crise et l'effondrement de leur civilisation. Les ressources limitées de l'île disparaissent rapidement. Les derniers arbres précieux sont abattus pour transporter toujours plus de moaïs sacrés. Les factions qui guerroient entre elles abattent des statues, et en quelques siècles, la grande civilisation de l'île de Pâques n'est plus. Un moai gît à côté d'une rampe de pierre menant à un août. Claudio longe le mur. Ce site abandonné en cours de construction peut nous renseigner sur la méthode employée pour hisser les statues jusqu'à leur plateforme. Le principal dispositif pour lever les statues était une rampe de pierre. Les rampes étaient en lave solidifiée, un matériau abondant sur l'île. On hissait le moai sur le plan incliné pour accéder au piédestal de pierre qui souvent dominait la mer. Cette statue allait être placée sur la houe grâce à la rampe que l'on vient de décrire. Nous savons que l'opération n'a jamais été achevée car les yeux ne sont pas ouverts. Les moaïs étaient quasiment terminés à la sortie de la carrière située à plusieurs kilomètres de là, à l'exception des yeux qu'on n'ouvrait qu'une fois le moaï installé sur la houe. À cet instant seulement, il prenait vie, acquérait ses pouvoirs surnaturels et sa capacité à communiquer avec le monde des ancêtres. Avant de continuer à mettre à l'épreuve les théories de Johann, Vince inspecte la rampe construite pour l'expérience.
Si j'ai bien compris, la plateforme au fond où se tiennent ces statues est tout ce qui reste à la fin. La rampe est juste une construction provisoire. On montait probablement les statues sur la plateforme à l'aide de cette rampe. Oui, car dans la plupart des cas, on n'a pas accès à la plateforme par derrière à cause de la falaise et de la mer. Oui, elles sont très proches de la côte. La plupart sont abritées derrière de hauts murs. L'objectif du jour est de hisser le moai en haut de la rampe où s'alignent les rondins. Il commence sur le plat, devant la rampe. On ajoute des rondins que l'on place comme les traverses d'un chemin de fer qui seraient dépourvus de rails. Il faut de nombreux arbres pour construire seulement 30 mètres de voie. Il n'est guère étonnant que les arbres de l'île aient disparu si rapidement à mesure que les statues se multipliaient. Quand les premiers humains ont accosté sur Rapa Nui, en 400 après Jésus-Christ, les collines étaient recouvertes d'une végétation touffue. On le sait grâce à l'analyse des pollens. Le Jubea quilensis, une espèce rare de palmier assez solide pour supporter le poids des mégalithes, était autrefois abondant sur l'île. Pour mouvoir et dresser leurs statues géantes, les habitants ont coupé jusqu'au dernier arbre. En 1726, quand les premiers Européens ont accosté sur l'île, sa végétation avait été rasée. Aujourd'hui, il ne reste plus un seul Jubea quilensis. Les statues seraient-elles responsables de la catastrophe écologique et sociale qui a frappé l'île de Pâques? Aujourd'hui, l'équipe compte faire parcourir à la statue les 2 derniers mètres qui la séparent de son piédestal. Johan va maintenant tester une nouvelle méthode permettant de réduire l'équipe à 20 personnes. Ils ont eu recours à un procédé très intelligent. Ils ont noué la corde du traîneau à un mât qui fait office de levier. Et ils ont une équipe qui actionne le levier avec une corde attachée bien plus haut sur le mât. Et cela leur donne un énorme avantage mécanique. Pour faire avancer le traîneau de 30 cm, ils devront tirer 1,20 m ici, mais ils auront 4 fois plus de force. C'est donc comme si on multipliait par 4 le nombre de personnes tirant la charge. Quand ils tirent, le traîneau subit une traction 4 fois plus importante grâce à cette méthode. La méthode est bonne, mais il nous faut une poutre plus solide. Je m'attendais à ce qu'il y ait de la casse. Il y a une leçon à en tirer. Et nous y attendions et c'est arrivé. Avec une main-d'œuvre plus réduite, il a fallu une journée entière pour faire les 2 derniers mètres. Les essais des 3 derniers jours ont convaincu Johan que les anciens utilisaient plus d'une méthode pour déplacer les moaïs. J'ai appris que les statues se prêtent très bien à la manipulation. Elles sont stables et bien conçues. On peut y attacher des cordes, on peut les tourner. Je pense que les gens réfléchissaient avant d'agir et utilisaient des méthodes adaptées à chaque statue. De nombreux moaïs ont des cylindres sur la tête, des pukao. Ils représenteraient la coiffure des chefs Rapa Nui.
Un peu partout sur l'île, des pukaos cylindriques rouges gisent près des moailles déchus. Ils proviennent de cette ancienne carrière de tufs rouges. Raphaël sculpte un authentique pukao pour le colosse de béton. Pour cela, il se sert d'un toki en basalte, l'outil que les anciens utilisaient pour tailler les pierres de l'île. Raphaël transmet cette technique traditionnelle à Santi. Raphaël dit qu'on utilisait du tuf pour fabriquer les pukao, car c'est une roche légère. On pouvait ainsi les transporter facilement jusqu'aux différents sites et les placer sur la tête des moailles. La société Rapa Nui était divisée en guildes, parmi lesquelles le maître sculpteur occupait un rang élevé. Certains sculpteurs se consacraient uniquement à la fabrication des pukao. Ils ne travaillaient jamais dans l'urgence. Il n'y avait pas de délai à respecter. Tout reposait sur le mana et la religion. Mais aujourd'hui, le temps est le maître. L'équipe doit maintenant réfléchir à la manière de mettre la statue debout. Ils vont utiliser des leviers pour la lever centimètre par centimètre, pendant qu'on placera des pierres en dessous pour la caler, jusqu'à ce qu'elle soit à la verticale. Le pukao est achevé. Les mégalithes n'en portaient pas tous et on ignore comment les anciens le mettaient en place. L'équipe a conçu un simple système de poulies pour faire rouler le pukao d'une tonne sur la courte rampe. On l'attache ensuite solidement avec une corde. Demain, nous verrons qu'il se lèvera facilement. Cela devrait aller vite. Je pense que c'était la technique utilisée à l'époque. Je n'en suis pas sûr. On peut hisser les deux ensemble, mais on peut aussi lever la statue seule. Et ensuite, si la statue méritait un pukao, alors il le lui mettait. Si on redresse la statue avant le pukao, il faut tout faire deux fois. Cela prenait des jours et il fallait encore 2 jours pour terminer. L'archéologue Claudio est chargé de mettre la statue debout. Il espère pouvoir s'acquitter de sa mission en une seule journée. À 3 heures, il sera déjà haut. Vers 4 heures, il devrait être debout. 5 heures. Mais ce n'est pas une promesse. La statue se lève lentement sous les yeux attentifs des spécialistes qui suivent le déroulement des opérations. Le tas de pierres grossit peu à peu. Zvi mesure les progrès de l'équipe en calculant l'angle d'inclinaison du moai. 30, exactement 30. Plus que ça. Combien? On va arriver à 34. Ils utilisent le même instrument de mesure mais ne tombent pas d'accord sur l'angle. L'aiguille est sur 30. Comment approximativement? Exactement. Nous avons environ 31 degrés et 24 secondes. Il s'est réellement déplacé de 30 degrés. Maintenant, il approche de 40. Et à 45, il sera beaucoup plus léger. Maintenant, il va se lever très vite.
35 degrés. La statue ou le cadre? Le cadre. Regardez plutôt la statue car l'angle est différent. Je lis un peu plus de 40, 42 peut-être. Et bientôt on sera à 45. D'après Zvi, on est à 43 degrés. Mathématiquement, après 45 degrés, ce devrait être plus facile. On a passé le plus dur. À mesure qu'on se rapproche de la verticale et que le poids sur le tas de pierres s'allège, il est plus simple de mettre la statue debout, mais plus difficile de la contrôler, car il n'y a plus de friction de la charge sur le tas de pierres. Le tas de pierres s'élève toujours et l'équipe trouve la manœuvre de plus en plus périlleuse car la statue devient instable. Zvi suit encore de plus près sa progression. 49. La tâche fastidieuse, qui consiste à mesurer l'angle, cristallise toutes les tensions à mesure que la statue approche de la verticale. Il y a moins de points d'appui pour les leviers sur le tas de pierres qui fait maintenant 4 mètres de haut. Les 20 membres de l'équipe doivent tous trouver une place sur les 3 leviers restants. Mais le jour tombe et il va falloir attendre demain. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est qu'il n'y a plus assez de lumière. Il se fait tard et le Moai s'est un peu déplacé vers la droite. Il faudra être très prudent car c'est l'angle critique. On risque de perdre la statue. Il faudra bien l'attacher demain, la remettre droite et faire attention à ces pierres pour que tout le monde puisse travailler sans danger. Mais tout ira bien, ce n'est pas un problème. C'est un petit incident de parcours. Mais il va se lever sans problème. En 2 temps, 3 mouvements, il sera debout. Il faudra y aller très doucement car son poids peut l'entraîner de ce côté. C'est le moment le plus critique. 61 environ. Le travail est interrompu. L'énumération obsessionnelle de Zvi met les nerfs de Claudio à rude épreuve. Ça fait 65. 65 degrés par rapport à quoi? C'est l'angle de la base par rapport à l'horizontale. Tu parles de cet angle-là? Oui. Il fait 65? Oui. Impossible. Il n'en fait même pas 45. Je ne sais pas de quoi tu parles. 65 degrés, enfin. Je mesure cet angle-là. Non, j'en ai marre, c'est n'importe quoi. En fait, il y a un malentendu. Les efforts intenses provoquent souvent des réactions vives. Chacun a investi du temps et de l'énergie dans cette entreprise titanesque. C'est à présent une phase délicate, un moment de force brute. Claudio et Raphaël guettent la moindre déviation. Après s'être autant battu, Il a fallu beaucoup réfléchir, se disputer et faire des compromis, mais cela a été enrichissant. Ils ont sans doute partiellement utilisé ce procédé autrefois.
En fin de compte, nous ne pourrons jamais être sûrs d'avoir découvert comment ils s'y sont pris. Nous avons beaucoup appris ici. Nous avons fait plusieurs expériences, certaines ont été concluantes, d'autres non. Même en utilisant une grue à certains moments délicats, ça n'a pas été facile. Je suis venue ici avec un procédé en tête que je voulais tester. Et je repars avec plus de questions que de réponses, comme toujours. Mais en voyant les gens poser les mains sur cette statue, qui au départ était un simple bloc de ciment, j'ai compris comment elle peut se charger de l'histoire de nos efforts cumulés. Toute la puissance des sculpteurs, la puissance des maîtres qui les ont déplacés, voilà ce qu'elles ont fini par incarner. Nous ne saurons peut-être jamais comment les anciens ont déplacé et levé les moailles. Mais les méthodes employées ici nous en ont autant appris sur nous-mêmes que sur la civilisation des mégalithes. Le Minitel de la 5e vous divertit avec le jeu Histoire. Si vous voulez tester vos